En nettoyant le vieux bureau de mon mari, j'ai trouvé un tiroir verrouillé. À l'intérieur, une photo d'une femme qui me ressemblait parfaitement, mais datée de 10 ans avant notre rencontre. Je lui ai demandé qui c'était. Il s'est figé, puis a dit quelque chose qui m'a fait reculer de peur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En ouvrant ce tiroir, je m'attendais à trouver de vieux papiers d'impôts, peut-être quelques pièces de monnaie ou des reçus. À la place, j'ai trouvé une photo qui a tout changé. C'était une femme souriante, debout sur une plage au coucher du soleil, et elle me ressemblait trait pour trait. Mêmes yeux, même mâchoire, même ondulation douce dans ses cheveux. Elle se tenait même comme moi, une épaule légèrement plus basse, comme si elle était timide, mais essayait de paraître sûre d'elle. Mon cœur a raté un battement. J'ai retourné la photo. Écrit à l'encre, Anna, été 99. Mais je n'étais pas sur cette photo, et je n'étais même pas en vie à ce moment-là. J'ai rencontré mon mari 10 ans après qu'elle a été prise. J'ai fixé son visage pendant un long moment, confuse, un frisson me parcourant tout le corps. Je me suis dit que c'était peut-être une cousine ou une étrange coïncidence. Mais quand j'ai montré la photo à mon mari, Ethan, quelque chose en lui a changé. Il n'a pas scié, n'a pas parlé. Il a juste fixé la photo comme si elle s'était échappée d'un cauchemar. Je lui ai demandé, qui est-ce? Et tout ce qu'il a dit, c'est, Mera, il faut que je te dise quelque chose. C'est là que je l'ai senti. Le basculement. Comme si le sol n'était plus solide sous mes pieds. Parce que le regard dans ses yeux n'était pas seulement de la peur. C'était de la culpabilité, un cœur brisé, et quelque chose de plus sombre que je ne pouvais nommer. C'est à ce moment-là que j'ai su que tout ce qui allait suivre changerait tout ce que je pensais savoir sur mon mari, ma famille, et même sur moi-même. Et j'avais raison. Tout a commencé un dimanche ordinaire, le genre de dimanche où le soleil filtre parfaitement à travers les stores de la cuisine, et où l'odeur du café frais donne à toute une impression de douceur et de sécurité. Ma fille, Leia, était recroquevillée sur le tapis du salon, dessinant avec ses feutres. Ethan était dehors, en train de tondre la pelouse. Je venais de finir de plier le linge quand je suis passé devant son ancien bureau et que je me suis souvenu du projet que je repoussais depuis des mois. Le plan était de vider le bureau pour le transformer en un espace artistique pour Leia. Elle passe son temps à esquisser ses rêves, des maisons qui flottent dans le ciel, des animaux qui parlent, des gens avec des ailes. Elle me demandait sa propre chambre créative depuis le printemps, et j'avais enfin le temps. C'était la petite surprise parfaite. Le bureau n'avait pas changé depuis des années. Même chaise qui grince, même ordinateur poussiéreux, même étagère en désordre remplie des manuels universitaires et des romans de science-fiction d'Ethan. Son vieux bureau était sous la fenêtre, en chêne massif, magnifique mais lourd, un héritage de son grand-père. Il était encombré de stylos, de post-it, d'un Rubik's Cube à moitié résolu. Les tiroirs étaient presque vides, à l'exception de quelques enveloppes et de cartes d'assurance périmées. J'étais à mi-chemin du nettoyage quand j'ai remarqué qu'un tiroir ne voulait pas bouger. Il était verrouillé, ce qui était étrange car je ne savais pas qu'Ethan gardait quoi que ce soit sous clé. J'ai tiré doucement, puis plus fort, mais il était hermétiquement fermé. J'ai cherché une clé sur le bureau, et après quelques minutes à tâtonner le dessous, je l'ai trouvée, collée sous le tiroir. Une petite clé en laiton, presque cachée sous une couche de poussière. Je ne me sentais pas nerveuse. Pas encore. À ce moment-là, j'étais simplement curieuse. Je supposais qu'il contenait quelque chose d'ennuyeux. Peut-être des documents de travail ou des lettres personnelles. Ethan avait toujours été réservé, mais pas secret. Du moins, pas que je l'ai jamais remarqué. Nous étions mariés depuis 11 ans. Nous nous étions rencontrés vers la fin de la vingtaine par l'intermédiaire d'un ami commun. Ethan était calme, attentionné et gentil. Un peu distant émotionnellement parfois, mais jamais méchant. Il avait cette façon d'écouter qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation. Pas de drame, pas de signaux d'alarme. Il était solide, fiable, rassurant. Mon père, Ray, avait eu des doutes sur lui au début. Il disait que le regard d'Ethan ne correspondait pas à son sourire, que ses histoires avaient des lacunes, mais je me suis dit que c'était juste l'instinct protecteur d'un père. Après la mort de ma mère quand j'avais 15 ans, il avait essayé d'être les 2 parents à la fois. Je l'aimais pour ça, même quand il était trop insistant. Pourtant, je n'ai jamais rien vu chez Ethan qui m'ait fait peur. Il n'était pas impulsif. Il ne buvait pas. Il travaillait de la maison comme ingénieur logiciel, préparait le dîner 2 fois par semaine, aidait Leia avec ses devoirs de maths. Nous menions une vie tranquille et structurée.
Rien dans ce bureau ou dans cette maison ne m'avait jamais fait sentir en danger. J'ai tourné la clé dans la serrure du tiroir. Il s'est ouvert sans résistance. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe en papier craft, épaisse et légèrement jaunie sur les bords. Pas d'étiquette, pas d'écriture. Je l'ai ouverte et j'en ai sorti ce qui ressemblait à une vieille photographie. C'est là que je l'ai vue. Elle me ressemblait tellement que pendant un instant, j'ai cru que c'était moi. Même silhouette, même longs cheveux bruns, même tache de rousseur sur la joue droite. Même la façon dont elle souriait, mi-douce, mi-incertaine, c'était comme se regarder dans un miroir. Elle était debout sur une plage, pieds nus, tenant un chapeau de soleil contre le vent. L'océan était derrière elle, les vagues s'enroulant sur le rivage. La photo avait une teinte chaude, comme si elle avait été prise sur pellicule. Je l'ai retournée et j'ai lu la note manuscrite. Anna, été 99. Une froideur étrange m'a envahi. Je suis né en 1989. Cette photo datait de l'époque où j'avais 10 ans. Cette femme n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre, mais la ressemblance n'était pas fortuite. Elle était exacte. J'ai approché la photo. Même la petite cicatrice au-dessus de son sourcil droit correspondait à la mienne. J'ai essayé de trouver un sens à tout ça. Peut-être que c'était une cousine. Peut-être qu'Ethan était sorti avec quelqu'un qui me ressemblait. Peut-être que tout n'était qu'une coïncidence. Mon esprit cherchait une explication logique. J'ai entendu la tondeuse s'arrêter dehors. Un instant plus tard, Ethan est entré par la porte de derrière. Sa chemise était humide de sueur, ses cheveux en désordre. Il a souri en me voyant. « Salut », a-t-il dit. « Tu as trouvé un vieux trésor là-dedans » Je n'ai pas souri en retour. J'ai brandi la photo. « Ethan » ai-je demandé. « Qui est-ce » Il a regardé la photo et s'est figé. Complètement figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Ses mains sont retombées le long de son corps. Il n'a pas scié, n'a pas respiré, il a juste fixé la photo. « Où as-tu trouvé ça » a-t-il demandé. Sa voix était blanche, tendue. « C'était dans le tiroir verrouillé », ai-je dit. « Pourquoi cette femme est-elle dans ton bureau ? Pourquoi me ressemble-t-elle » Il a tendu la main vers la photo, mais je ne la lui ai pas donnée. « Qui est-ce » ai-je demandé à nouveau. Il a dégluti, a fait un pas en arrière. Puis il a murmuré quelque chose qui ne ressemblait pas à une réponse. « Mera, il faut que je te dise quelque chose. » Et à cette seconde, j'ai senti mon estomac se nouer. Je ne savais pas ce qu'il allait dire. Mais chaque partie de moi comprenait déjà que ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ce n'était pas un souvenir oublié ou une vieille flamme. C'était quelque chose d'enterré, quelque chose de brisé, quelque chose qui attendait de refaire surface. Et maintenant, c'était le cas. Je suis resté au milieu du bureau, tenant la photo comme si elle était en verre. Ma respiration était courte. Ethan ne bougeait pas. Il avait l'air de venir de voir quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Pour un homme qui gardait toujours ses émotions pour lui, la peur dans ses yeux était assourdissante. « Je vais te le demander une dernière fois », ai-je dit. « Qui est cette femme » Il m'a regardé, puis a baissé les yeux vers le sol, comme si me répondre signifiait franchir une ligne invisible. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse. Elle s'appelait Anna. C'était quelqu'un que j'ai connu avant toi, il y a très longtemps. Elle me ressemble trait pour trait, ai-je dit. Ce n'est pas normal. Qui était-elle pour toi ? Il a de nouveau hésité. C'était comme arracher les mots à quelqu'un qui voulait les enterrer. Finalement, il a dit, c'était quelqu'un que j'aimais. Nous étions fiancés. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Fiançailles ? Tu ne m'as jamais dit ça. Ça ne semblait plus important, a-t-il dit. Cette partie de ma vie était terminée. Il a tendu la main comme pour me prendre la photo, mais j'ai reculé. Ce n'est pas à toi de décider quand le passé cesse d'importer, pas quand il me ressemble. Il a refermé sa main et s'est écarté. Le silence entre nous était pesant. Leia a appelé depuis le salon, demandant un encas. Je lui ai dit que j'arrivais dans une minute. Ma voix s'est brisée, mais j'ai essayé de paraître stable. Ethan s'est frotté le visage. Je vais tout expliquer, mais pas ici. Pas comme ça. Ce soir, après que Leia sera endormie, s'il te plaît. Je ne lui faisais pas confiance, mais j'ai hoché la tête. J'avais besoin de réponses, et j'avais besoin qu'il me les donne sans se refermer. Ce soir-là, j'ai couché Leia tôt. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai embrassée sur le front et lui ai dit que j'étais juste fatigué. Elle m'a regardé un instant, puis m'a tendu un dessin qu'elle avait fait cet après-midi.
2 femmes debout côte à côte sous un ciel rouge. L'une pleurait. L'autre avait l'air de brûler. Je l'ai embrassée à nouveau et je suis sorti de la chambre, sentant les murs se refermer sur moi. Ethan était déjà dans la cuisine, assis à table. Ses mains étaient jointes. Il y avait une lourdeur silencieuse dans la pièce qui me serrait la poitrine. « Je t'écoute » ai-je dit. Il m'a regardé, puis a commencé à parler. Elle s'appelait Anna Whitmore. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait la littérature. Nous nous sommes fiancés après notre diplôme. Je pensais que nous allions construire notre vie ensemble. J'ai même acheté cette maison pour nous avant qu'elle ne soit rénovée, mais ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ai-je demandé. Il a baissé les yeux. Elle est morte dans l'incendie d'une maison. Ça a été classé comme accidentel, mais la police m'a enquêté pendant des mois. Il y avait des questions sur la façon dont le feu avait commencé, sur l'endroit où j'étais. Les gens chuchotaient. Mes parents ont cessé de me parler pendant un certain temps. J'ai perdu la plupart de mes amis. J'ai quitté la ville peu après les funérailles. L'air semblait se raréfier dans la pièce. Mon estomac s'est tordu. « Et tu n'as pas pensé que ça valait la peine de me le dire ?» ai-je demandé. « J'ai essayé, » a-t-il dit, plusieurs fois. « Mais tu lui ressemblais tellement, Mera. Ça m'a fait peur au début. Je pensais que c'était mon esprit qui me jouait un tour. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître et tu n'étais pas elle. Tu étais gentille d'une manière qu'elle ne l'a jamais été. Plus douce, plus chaleureuse. Ce n'est pas réconfortant, ai-je dit. Il a soupiré. Je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que tu lui ressemblais. Je suis resté avec toi parce que tu ne te sentais pas comme une ombre. Tu te sentais réel. Alors pourquoi garder sa photo ? Ai-je demandé. Dans un tiroir verrouillé. Parce que je ne pouvais pas la jeter, a-t-il dit. Je l'ai aimée un jour. Je l'ai perdue d'une manière qui n'a jamais eu de sens. Je n'étais pas prêt à lâcher prise. Je l'ai enfermée pour que ça ne nous affecte pas. Pour ne pas la regarder et commencer à faire des comparaisons. Je ne voulais pas laisser ce deuil empiéter sur ce que nous avions. Je l'ai fixé. Je ne savais pas si je devais le croire ou m'enfuir. Mon cerveau essayait de rassembler les morceaux. Une fiancée morte, un incendie de maison, un tiroir secret, une femme qui me ressemblait sur une photo prise 10 ans avant même notre rencontre. J'ai besoin de temps, ai-je dit finalement. Ça ne semble pas réel. Il a hoché la tête. Je sais. Je répondrai à tout. S'il te plaît, ne te ferme pas à moi. Je me suis éloigné et je suis allé directement dans la chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit, tenant à nouveau la photo. Anna, c'était son nom. J'ai cherché sur son visage une sorte de différence, quelque chose qui prouverait que j'imaginais la ressemblance. Mais chaque fois que je regardais, je me voyais. J'ai appelé mon père. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé à la seconde où il a décroché. J'ai trouvé une photo d'une femme qui me ressemble trait pour trait. Ethan dit que c'est son ex-fiancée. Elle est morte dans un incendie. Il ne me l'a jamais dit. Je l'ai trouvée dans un tiroir verrouillé. Ray n'a même pas hésité. Toi et Leia, vous devez venir rester avec moi. Non, ai-je dit. Pas encore. Je n'ai pas peur de lui, mais je vais découvrir qui elle était vraiment. Ray est resté silencieux, puis a dit, si tu ne veux pas venir ici, promets-moi de creuser. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Après avoir raccroché, j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Anna Whitmore. Je répétais le nom dans ma tête comme une énigme, parce que quelque chose ne collait pas. Son visage n'était pas seulement similaire, c'était le mien, et j'allais découvrir pourquoi. Le lendemain matin, j'ai regardé Ethan verser des céréales dans le bol de Leia comme si tout était normal. Il l'a embrassée sur le front, lui a demandé si elle voulait des fraises avec, et a souri quand elle a dit oui. Il ressemblait au même homme qui dansait avec elle dans le salon avant de dormir. Le même homme qui lui avait une fois construit une fusée en carton un après-midi pluvieux. Mais je ne le voyais plus de la même manière. Je ne pouvais pas. Pas après ce qu'il m'avait dit. Pas après cette photo. J'ai passé le reste de la journée à me mouvoir comme si j'étais sous l'eau. J'ai emmené Leia au parc, répondu à quelques SMS d'amis, souri quand il le fallait, mais l'image d'Anna hantait chaque seconde de silence. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont Ethan avait décrit l'incendie, comment l'enquête s'était attardée sur lui, comment ses parents s'étaient éloignés. Je ne les avais même jamais rencontrés. J'avais toujours trouvé ça étrange, mais ils disaient qu'ils étaient discrets et ne voyageaient pas. Maintenant, j'avais l'impression que c'était une histoire soigneusement contrôlée. Ce soir-là, après que Leia se soit endormie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher.
J'ai tapé « Anna Whitmore incendie Denver 1999 ». Les premiers résultats étaient des articles génériques sur la sécurité incendie, des nécrologies sans rapport. J'ai essayé différentes combinaisons, décès Anna Whitmore, nécrologie Anna Whitmore, incendie maison Denver 1999, et puis je l'ai trouvé. Jeune femme tuée dans l'incendie d'une maison, acte criminel non suspecté. L'article était bref, seulement quelques paragraphes. Anna Whitmore, 20 ans, est décédée dans l'incendie d'une maison tôt le matin à la fin du mois d'août 1999. Les autorités avaient enquêté sur la cause et conclu à un accident. Une conduite de gaz défectueuse était mise en cause. Il mentionnait un fiancé qui était à la maison à ce moment-là et qui avait survécu avec des blessures mineures. Son nom n'était pas mentionné, mais je savais que ce devait être Ethan. Il n'y avait pas de photo d'Anna, juste une mention qu'elle n'avait pas de frères et sœurs survivants et qu'elle avait été adoptée à la naissance par un couple local. Elle était à l'université et étudiait la littérature. Ses parents avaient refusé les interviews. L'article se terminait par une phrase disant que ses cendres avaient été dispersées le long de la côte, près de l'endroit où le couple avait passé des vacances l'été précédent. Quelque chose dans cet article me dérangeait. Pas de photos, pas de suivi, aucune mention d'une enquête sur Ethan, même s'il avait dit que la police l'avait interrogé pendant des mois. J'ai décidé que je devais creuser plus profondément. Le lendemain matin, pendant qu'Ethan était en visioconférence pour le travail, j'ai envoyé un SMS à mon père pour lui demander s'il pouvait garder Leia pendant quelques heures. Je lui ai dit que je devais aller au bureau des archives du comté. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit « Sois prudente ». J'ai traversé la ville et j'ai demandé les actes de naissance et de décès d'Anna Whitmore. Il a fallu un peu de persuasion, mais j'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Je me suis assise dans le couloir, à l'extérieur du bureau des archives, les papiers sur mes genoux, le cœur battant. Son acte de décès confirmait ce que l'article avait dit, mais c'est l'acte de naissance qui m'a arrêté net. Anna était née dans le même hôpital que moi, le même jour, la même année, le 14 août 1989. Les parents mentionnés étaient différents des miens. Elle avait été adoptée à la naissance, mais son nom d'origine avant l'adoption était manuscrit à l'encre bleue délavée en bas de la page. Bébé de sexe féminin, Mera. Mes mains se sont mises à trembler. Je l'ai relu. Il n'y avait pas de nom de famille, juste une note indiquant qu'elle avait une jumelle, mais que le deuxième enfant avait été placé auprès d'une autre agence et adopté 2 semaines plus tard. J'ai fixé le papier, essayant de respirer. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'étais la jumelle d'Anna. Je ne savais même pas que j'avais une sœur. J'ai appelé l'agence mentionnée sur l'acte, sans grand espoir. Une femme nommée Céleste a répondu. Elle semblait gentille mais sur ses gardes. J'ai expliqué que j'essayais de comprendre l'histoire de mon adoption. Elle a fait une pause, puis a dit « Votre dossier est classé, mais donnez-moi votre nom et je verrai ce que je peux légalement partager. » Je lui ai donné mon nom complet, ma date de naissance et les noms de mes parents adoptifs. Il y a eu un silence au téléphone, un instant trop long. Puis elle a dit « Oui, il y a quelque chose d'inhabituel dans votre dossier. Il montre que vous faisiez partie d'une naissance gémellaire, mais vos parents adoptifs n'ont pris qu'un seul enfant. L'autre a été placé dans une autre famille. On ne vous l'a jamais dit. » Non, ai-je dit. Ma voix était creuse. Je suis désolée, dit-elle doucement. Cette information a été retenue à la demande de vos parents adoptifs. J'ai mis fin à l'appel et je suis restée assise là pendant un long moment. Toutes les petites choses au fil des ans ont commencé à s'emboîter. Les rêves que je faisais enfant de feu et d'ombre. La douleur que je ressentais en regardant l'océan. Le sentiment étrange de familiarité que j'ai eu quand Ethan m'a embrassé pour la première fois. Ce soir-là, je n'ai pas dit à Ethan ce que j'avais découvert. Pas encore. J'avais besoin de temps pour digérer. Mais quand Leia m'a montré un autre de ses dessins avant de se coucher, j'ai failli pleurer. C'étaient 2 petites filles dans une nurserie d'hôpital. L'une en couleur, l'autre n'était qu'une faible silhouette. Leia m'a regardé et a dit « Elle est triste parfois. La fille dans mes rêves. Elle dit qu'elle avait une sœur. » Je l'ai embrassée sur le front et l'ai serrée fort, essayant de rester calme. J'avais une sœur et j'avais épousé l'homme qu'elle avait failli épouser. Maintenant, je devais savoir la vérité sur ce qui lui était vraiment arrivé et pourquoi Ethan ne m'avait jamais dit qui j'étais vraiment. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de regarder Ethan de l'autre côté de la pièce pendant qu'il somnolait à côté de moi, ignorant que tout ce que je croyais de ma vie venait de basculer. Je n'étais pas celle que je pensais être.
J'avais une sœur jumelle que je n'avais jamais connue, et elle était morte dans cette même ville, fiancée à l'homme que j'appelais maintenant mon mari. Le lendemain matin, j'ai dit à Ethan que nous devions parler. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai placé l'acte de naissance et les dossiers d'adoption devant lui. Il ne les a pas touchés. Il n'a pas posé de questions. Il a juste fixé le vide. Tu savais, ai-je dit. Tu savais qu'Anna et moi étions parentes. Son visage est devenu blême. Il a joint ses mains et a expiré lentement. Pas au début, a-t-il dit. Quand je t'ai rencontré, je ne savais pas. Je pensais que c'était une étrange coïncidence, une coïncidence cruelle. Mais après que nous ayons commencé à sortir ensemble, il y avait des choses que tu disais, ta façon de bouger, ta façon de regarder l'océan, la façon dont tu riais quand tu étais nerveuse. C'était pareil. Ma poitrine s'est serrée. Et tu n'as jamais pensé que je méritais de savoir ? Il a levé les yeux vers moi, sa voix calme. J'étais terrifié. Je pensais que si je te le disais, je te perdrais. Je ne savais pas comment expliquer tout ça sans avoir l'air fou. J'y croyais à peine moi-même. J'ai poussé les papiers vers lui. Anna et moi étions jumelles. Nous avons été séparés à la naissance. Tu l'aimais. Vous étiez fiancés. Et tu m'as épousé. Il a fermé les yeux. Ce n'était pas prévu. Je ne t'ai pas cherché. Je ne croyais même pas que c'était possible au début. Mais quand je l'ai découvert, j'ai eu l'impression qu'on me donnait une seconde chance. Je me suis levé. Une seconde chance avec sa sœur. Ce n'est pas de l'amour, Ethan. C'est de la possession. C'est un deuil que tu as enveloppé dans un nouveau nom. Il n'a pas discuté. Il n'a pas essayé de se défendre. Et ça m'a fait plus peur que tout. Je lui ai posé une question que je retenais. As-tu déclenché cet incendie ? Sa tête s'est redressée d'un coup. Non, jamais. Tu étais le seul à la maison, ai-je dit. J'ai été innocenté après enquête, a-t-il répondu. L'incendie a été causé par une fuite de gaz. C'est prouvé. Mais tu as quitté la ville, ai-je dit. Tu as changé de nom. Tu as enterré sa photo dans un tiroir verrouillé. Tu ne m'as jamais rien dit. Je suis parti parce que j'étais brisé, a-t-il dit. Je ne voulais pas vivre dans une ville où les gens traversaient la rue pour m'éviter. Où ils me regardaient comme si j'étais un meurtrier. J'arpentais la pièce, le cœur battant. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'Anna après notre mariage ? Tu as vu à quel point je lui ressemblais. Tu savais. Tu as eu des années pour tout avouer. Il s'est levé aussi, sa voix s'élevant. Parce que je t'aimais. Pas comme un remplacement, pas comme un fantôme. Tu étais réelle. Tu étais différente. Et quand j'ai découvert que tu étais sa jumelle, je ne savais pas comment gérer cette vérité sans détruire tout ce que nous avions construit. Je me suis reculé, ayant soudain besoin d'espace entre nous. Est-ce qu'elle savait pour moi ? Ai-je demandé. Est-ce qu'Anna savait qu'elle avait une sœur ? Il a secoué la tête. Non. Elle disait toujours qu'elle sentait qu'une partie d'elle manquait. Elle détestait être seule. Elle était intense, passionnée, parfois en colère. Elle aimait farouchement, mais toujours comme si elle avait peur qu'on le lui enlève. Elle n'a jamais parlé d'une sœur. J'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Un deuil pour une fille que je n'avais jamais rencontrée. Pour une version de moi qui avait vécu une vie différente, une que je n'ai jamais pu voir. J'ai sorti quelque chose de ma poche et l'ai posé sur la table. Le dessin de Leia. Celui avec les deux filles, l'une en couleur, l'autre une silhouette. Elle rêve d'elle, ai-je dit. Elle dit que la fille est triste, qu'elle lui parle, qu'elle dit qu'elle avait une sœur. Ethan a fixé le dessin pendant un long moment. Il n'a pas dit un mot. Je ne sais plus quoi croire, ai-je dit. Mais je crois que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de comprendre qui je suis en dehors de ce dont tu as essayé de me protéger. J'ai besoin de temps pour faire son deuil, et peut-être le nôtre aussi. Il a hoché la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Je vais aller rester ailleurs. Non, ai-je dit, c'est Leia et moi qui allons partir. Je ne veux pas qu'elle soit ici en ce moment. Je ne veux pas qu'elle ressente le poids de tout ça. Je dois parler à mon père. Je dois arrêter de faire comme si c'était normal. Je suis monté, j'ai fait un sac et j'ai réveillé doucement Leia. Je lui ai dit que nous allions rendre visite à grand-père Ray. Elle a souri, heureuse et endormie, et a attrapé son renard en peluche. Sur le trajet vers la maison de mon père, elle a regardé par la fenêtre et a murmuré, « Elle n'est plus triste. » Elle a dit merci. Je n'ai pas demandé de qui elle parlait. Je le savais déjà. Mon père a ouvert la porte d'entrée avant que je puisse frapper. Il m'a regardé, puis Leia, endormie dans mes bras, puis de nouveau moi.
Il n'a rien demandé. Il nous a simplement pris dans ses bras et nous a serrés. Pendant les jours qui ont suivi, je suis resté dans mon ancienne chambre. Les posters avaient disparu, mais l'odeur de cire à bois et le faible bruit du vent dans les arbres à l'extérieur de la fenêtre n'avaient pas changé. C'était étrange comme le réconfort pouvait cohabiter avec le deuil qui commençait à s'installer. Je me réveillais la nuit, serrant Leia contre moi, pensant à Anna. Je ne l'avais jamais connue, mais je la pleurais comme si c'était le cas. J'ai commencé à lire davantage sur elle. J'ai visité la bibliothèque publique et j'ai consulté des archives sur microfilm, cherchant des traces de sa vie. J'ai trouvé un vieil article universitaire qu'elle avait écrit sur les femmes dans la littérature gothique. Ses mots étaient vifs, curieux et un peu tristes. Elle avait été complexe, réservée, mais brillante. Je voyais des reflets de moi-même dans les choses qu'elle aimait et la façon dont elle formulait ses pensées. J'ai aussi rappelé l'agence d'adoption. J'ai demandé une copie de tout ce qu'ils pouvaient légalement m'envoyer de mon dossier. Ils m'ont posté un paquet qui comprenait un rapport médical délavé et une lettre écrite par ma mère biologique. Ce n'était pas long, juste quelques lignes sur les raisons pour lesquelles elle sentait qu'elle ne pouvait pas nous garder. Elle demandait à quiconque nous adopterait de nous dire que nous étions aimés. Elle ne savait même pas que nous serions séparés. Je me suis assise sur le porche le soir où je l'ai lu, regardant le soleil se coucher derrière les pins et j'ai pleuré pour la fille qui n'a jamais pu lire cette lettre. Pour la jumelle qui ne savait pas qu'elle était l'une des deux, pour la famille que nous aurions pu avoir. Ethan envoyait des SMS tous les jours, demandant comment allait Leia, si j'étais en sécurité, si j'avais besoin de quelque chose. Il ne m'a pas demandé de rentrer à la maison. Il n'a pas essayé de s'expliquer davantage. Je pense qu'il comprenait que le silence en disait maintenant plus que n'importe quel mot. Après 2 semaines, j'ai accepté de le rencontrer dans un parc public près du lac. Leia est restée avec mon père. Quand je suis arrivé, Ethan était déjà assis sur un banc, tenant une petite enveloppe dans ses mains. Il s'est levé en me voyant. Il paraissait plus mince, comme s'il n'avait pas dormi. Il m'a tendu l'enveloppe sans parler. Je l'ai ouverte et j'ai vu la photo d'Anna à l'intérieur, celle que j'avais trouvée dans le tiroir. En dessous se trouvait une lettre. Je me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à lire. Dans la lettre, Ethan parlait d'Anna, de comment il l'avait aimée de tout son être, mais de comment leur relation avait commencé à s'effriter dans les derniers mois. Il disait qu'elle avait lutté contre la dépression, qu'elle avait commencé à parler de destin, de perte et de feu. Il a admis que la nuit de l'incendie, ils s'étaient disputés. Elle l'avait accusé d'essayer de la quitter. Il était allé dormir sur le canapé. Il s'est réveillé à cause de la fumée. Il a dit qu'il s'était blâmé pendant longtemps. Non pas parce qu'il avait causé l'incendie, mais parce qu'il ne savait pas comment l'aider. Parce qu'il n'avait pas reconnu à quel point sa douleur était devenue profonde. Quand les enquêteurs l'ont innocenté, ça n'avait pas d'importance. Il s'était déjà condamné lui-même. Puis, des années plus tard, il m'a rencontré, et me voir lui a donné l'impression que le temps s'était replié sur lui-même. Au début, il m'a évité, mais quelque chose le ramenait. Il a essayé de me voir comme quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'entier. Il a dit qu'il m'aimait, non pas parce que je ressemblais à Anna, mais parce que je guérissais des parties de lui dont il ignorait qu'elles étaient encore en vie. Quand il a appris la vérité, que j'étais sa jumelle, il a eu une crise de panique. Il a failli partir. Mais à ce moment-là, nous avions Leia et il ne pouvait pas imaginer une vie sans nous. J'ai plié la lettre soigneusement. « Tu aurais pu me le dire » ai-je dit. « Il y a des années, tu aurais dû. »« Je sais » a-t-il dit. J'ai été lâche. Je pensais que si j'enterrais la vérité assez profondément, je pourrais passer à autre chose. Mais la vérité ne reste pas enterrée. Pas pour toujours. Nous sommes restés assis là en silence, le son du vent dans les arbres autour de nous. Finalement, je lui ai posé une question qui devenait de plus en plus forte dans ma poitrine. « Penses-tu avoir un jour cessé de l'aimer » Il a fait une pause. « Non. Mais l'aimer ne signifie pas que je t'aime moi. Cela signifie que je vous porte toutes les deux maintenant, et que je le ferai toujours. » J'ai hoché la tête, non pas parce que c'était acceptable, mais parce que c'était honnête. Et à ce moment-là, je l'ai enfin vu, non pas comme l'homme qui gardait des secrets, mais comme quelqu'un qui avait été brisé bien avant que je ne le rencontre. Je ne savais pas si nous pourrions reconstruire à partir de là, mais je savais que nous devions commencer par la vérité. Plus tard dans la soirée, j'ai emmené Leia au lac. Elle a demandé si elle pouvait jeter une fleur dans l'eau. Elle a cueilli une marguerite sauvage et s'est approchée du bord, restant silencieuse un moment avant de la laisser partir. Les pétales ont flotté doucement, tournant à la surface. « C'était pour ton ami de rêve » ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Elle a dit merci encore.
Elle a dit qu'elle ne se sent plus seule maintenant. Je me suis agenouillé à côté d'elle, lui tenant la main alors que nous regardions la Marguerite s'éloigner. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas à choisir entre faire le deuil d'Anna et être Mera. Je pouvais être les deux, la sœur qui a survécu et la femme qui a vécu. Je pouvais porter le passé sans le laisser me briser. Je pouvais l'honorer en vivant honnêtement, en élevant ma fille avec le genre d'amour qui ne garde aucun secret. Certaines histoires ne se terminent pas par une résolution. Certaines se terminent par la vérité. Et pour moi, c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir au recoin silencieux de votre propre histoire familiale, je veux vous remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Parfois, nous vivons toute notre vie en pensant savoir qui nous sommes, pour découvrir qu'il existe une version de notre histoire qui a été écrite bien avant que nous n'ouvrions la première page. Je n'avais pas l'intention de découvrir un mystère. Je voulais juste vider un bureau. Mais ce que j'ai trouvé, c'est la vérité, ainsi que le poids et la liberté qui l'accompagnent. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous avez votre propre histoire ou si cela vous a fait ressentir quelque chose, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous, sans exception. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui explorent en profondeur les émotions que nous cachons derrière la vie de tous les jours, abonnez-vous à la chaîne. D'autres sont à venir et j'adorerais vous avoir ici quand elles arriveront. Merci d'avoir regardé.